ça devrait fonctionner. Alors, pour les gens qui nous regardent, peut-être on peut vous expliquer ce qu'on est en train de faire. Pour les gens sur Instagram aussi, on fait un live avec La Science d'abord pour parler de la désinformation en santé, puis l'impact sur la santé. Finalement, je ne sais pas si les gens sur Instagram, vous allez bien entendre les questions qui sont posées sur TikTok, mais on pourra toujours peut-être les répéter parce que on a Elias de La Science d'abord qui a quelques questions pour nous. Puis si vous voulez aller directement sur TikTok, c'est sur la page de Joseph Daïm. C'est ça. Merci beaucoup d'ailleurs de prendre le temps de me rencontrer aujourd'hui. Tu sais, j'ai quand même plein de questions pour vous, mais tu sais, encore une fois, si le public a aussi des questions, ce serait, on peut y répondre avec plaisir. Puis on va parler de désinformation, on va parler de votre métier aussi, puis aussi vos différences dans vos deux métiers, parce que vous êtes quand même à des bouts différents du parcours d'un patient, et ça va être vraiment intéressant d'en discuter. Donc je peux commencer tout de suite avec la première question, si ça vous tente. On y va? Laisse-moi juste confirmer. Quand vous dites on entend bien, c'est que vous entendez Elias qui est... ce serait pratique. Le téléphone est juste à côté. Regarde la vidéo. Ah oui, c'est ça. Ils entendent la vidéo, ils entendent le son de mon téléphone. Ouais. Pourquoi vous dites regarde la vidéo? Je pense que c'est la façon de dire cette personne vient de se connecter. Elle regarde la vidéo. Je pensais que vous étiez tout en train de m'écrire regarde la vidéo. Ok, c'est bon. Et Seigneur, ça va pas bien. Cool. Bon, on va commencer par la première question. C'est une question un peu générale, mais on va rentrer tout de suite dans le sujet. C'est une question pour tous les deux. Et concrètement, quels sont un peu le type de désinformation que vous rencontrez dans votre pratique? Parce que bon, j'imagine qu'il y a plein de choses que vous entendez dans votre quotidien. Mais si vous deviez nommer un type de désinformation en particulier, ce serait quoi? Ben, moi, il y a deux volets à ma pratique. Il y a le volet santé publique qui est mon volet principal. Puis j'ai un volet clinique en santé sexuelle. Et dans ces deux mondes-là, on voit beaucoup de désinformation. Si je commence du point de vue clinique, qui est plus concret, je vois vraiment un impact de la désinformation en lien avec des infections transmises sexuellement, où ça va être extrêmement stigmatisé. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la désinformation à proprement parler, mais je vous donne l'exemple le plus flagrant, c'est pour moi l'herpès génital. Alors l'herpès génital, c'est pas quelque chose d'extrêmement grave. Je veux dire, la première crise peut être très désagréable. Par la suite, c'est la même situation que les feux sauvages, mais au niveau génital. Ça peut être délicat là, au niveau de la transmission parce que c'est de contact peau à peau. Donc, dans les relations sexuelles, c'est sûr que ça peut se transmettre. Mais c'est pas une maladie qui est grave. Par contre, c'est pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, il y a des gens qui ont des réactions. Ben, tout le monde peut réagir d'une manière qui lui est propre, sauf qu'il y a des réactions qui partent de la désinformation que l'herpès c'est sale, c'est extrêmement grave comme maladie, puis plus personne va vouloir, tu pourras plus avoir de relations sexuelles de ta vie, des choses comme ça. Ça a vraiment un impact sur un impact un peu sur le diagnostic. Là, les gens ont de la misère à accepter leur diagnostic. Ouais, je comprends. Ce sera un premier exemple, j'en aurais d'autres, mais veux-tu rebondir là-dessus? Ben, là-dessus, spécifiquement, je pense que t'as tellement un meilleur emploi que moi pour être capable de parler des informations qui vont avoir un impact populationnel. Et tu sais, moi, quand est-ce que c'est commencé, à titre de citoyen, d'entendre parler des impacts d'informations fausses, point de vue médical, ben, c'est le classique des vaccins. Les vaccins causent l'autisme, tu sais. Puis j'ai commencé ma carrière, puis il y a des conséquences à ces mensonges-là qui sont anecdotiques. Tu sais, j'ai commencé ma carrière, je pratiquais à Joliette, puis il y a une communauté en périphérie de Joliette qui se fait pas vacciner, c'est dans leur croyance sociale. Puis il y avait une jeune femme dans la vingtaine qui avait la rougeole, qui était au soins intensifs, intubée. Des grosses conséquences. Mais tu sais, c'est un individu, mais c'est pas anecdotique pour cette personne-là. Tu sais, si cette personne-là va avoir des séquelles permanentes le restant de sa vie, c'est dommage que ce soit traité comme un fait divers. Et comme médecin, c'est pas un fait divers, c'est la personne qu'on a devant nous. Et ce que Michel doit faire dans son quotidien, c'est protéger le plus grand nombre de gens possible pour éviter que ces gens-là se ramassent aux soins intensifs. Oui. Ça a été boosté sur les stéroïdes, ce concept-là, durant la COVID. Et je sais que c'est des souvenirs un peu inconfortables. Il y a des gens qui ont tourné la page, qui ont pu reparler de ça.
mais il y a des gens qui sont carrément morts à la pelletée parce qu'ils avaient été endoctrinés et qui, venu le moment d'être aux soins intensifs avec l'infection, lorsqu'on leur proposait des traitements, 1, ne croyait pas qu'il y avait l'infection, 2, ne croyait pas au traitement, et 3, sont morts dans l'indifférence la plus totale de ceux qui les ont endoctrinés. Ouais, c'est ça. J'entends beaucoup un peu l'idée du refus de traitement. Ça peut aller très loin, ça peut être très grave, et justement, ça affecte aussi la relation entre un médecin et son patient au final quand il pense un petit peu. Et justement pour vous, est-ce que ça vous a affecté avec par exemple la pandémie a changé beaucoup un peu la façon dont les gens ont interagi avec leurs professionnels de la santé? Moi, ce qui m'affecte de ce genre de situation-là, c'est quand la décision d'une personne a un impact sur la santé de plusieurs autres. Donc, mais ceci dit, moi, j'ai pas à voir des patients qui vont refuser des soins en lien avec la désinformation, ou en tout cas très rarement. Sauf que quand c'est un refus de soins qui est personnel, par exemple, même si je pense que je trouverais ça difficile, tu pourras dire comment toi tu vis ça. Ou si c'est une croyance, par exemple, qui est basée sur de la désinformation, mais que ça affecte seulement la personne concernée, je trouve ça aussi difficile, mais moins difficile que quand ça affecte la santé des autres. Donc, pour moi, la vaccination, c'est quelque chose qui me touche profondément. Je sais que ça soulève des passions. Pour les personnes aussi qui soutiennent pas la vaccination, ça soulève des passions. C'est difficile de réconcilier les discours ensemble. Mais moi, en santé publique, quand je sais que la désinformation face à la vaccination fait que nos taux de vaccination diminuent, cela parce que les vaccins sont tellement efficaces que les maladies qu'elles combattent ou qu'elles préviennent, on les voit plus. Donc, on est rendu avec une génération de gens qui n'ont pas vu les conséquences de ces maladies-là. Donc, je me suis un peu égarée dans ma pensée, mais bref, ce genre de phénomène-là, on voit de plus en plus les conséquences que ça a, notamment avec la rougeole. La rougeole ne devrait pas exister. Sachant qu'on a la capacité de vacciner les gens de manière très efficace, c'est donc un peu une aberration. Et donc, certaines personnes se rendent aux soins intensifs. Moi, c'est cette partie-là que je trouve difficile en santé publique. Quand je sais que ça peut nuire à des gens, puis aux gens les plus vulnérables, peut-être un jeune bébé qui peut pas se faire vacciner. Je suis tellement d'accord avec toi, parce que d'un point de vue scientifique, en fait, c'est tellement simple. Il y a une jurisprudence, tu peux pas imposer un traitement à quelqu'un dans un consentement, bien évidemment. Donc, d'un point de vue scientifique, il n'y a aucune difficulté à gérer quelqu'un qui veut pas de soins. Ce qui devient difficile, c'est deux choses. C'est le scénario que tu discutes, Michel, c'est-à-dire que ta décision impacte d'autres. Et le deuxième scénario, c'est que même si scientifiquement, froidement, c'est facile de dire, on respecte son refus de traitement, puis c'est ça qui est ça. D'un point de vue humain, on n'a pas fait en bois, donc on sait quand même que la personne qui prend cette décision-là, c'est correct, je ne veux pas faire de paternalisme en médecine, mais on sait quand même qu'elle prendra un chemin, qu'elle peut-être sous-estime les conséquences, ou du moins qui va avoir un impact sur les gens qu'elle aime, qui va avoir une finalité ou une fatalité qui... On est humain, là, tu sais, on traite froidement et scientifiquement, mais il y a le côté art et humain dans l'alliance thérapeutique qui fait qu'en fait, on n'est pas insensible au devenir de nos patients. Donc c'est l'équilibre entre les deux, mais je pense que c'est important que les gens sachent que on ne peut pas imposer un traitement. Donc, on va respecter la décision des gens. Puis le reste, c'est des émotions qu'on doit apprendre à gérer, sauf les cas où il y a un impact de ta décision sur les autres et la santé publique, dans quel cas, là, il y a un autre cadre légal, etc. Oui. Mais par rapport à ce qu'on ressent, je pense que ce qui est intéressant de ce que tu dis, c'est que quand on est en médecine, c'est parce qu'on veut vraiment le bien des gens, puis on veut protéger leur santé. Et c'est difficile des fois quand justement on peut pas avoir, ou c'est difficile d'avoir une discussion à cause de la désinformation, parce que des fois on peut en parler, puis tu sais, comprendre le point de vue de l'autre personne. Ça, des fois, c'est pas possible. Puis, je pense que ce qui est le plus dur là-dedans, c'est pas qu'on veut avoir raison, c'est qu'on veut vraiment aider. C'est pour ça qu'on est là-dedans. Puis,
Je peux donner un exemple, mais qui n'est pas arrivé à moi, mais en santé sexuelle, c'est rare, mais il y a certaines personnes qui ont le VIH qui souhaitent pas prendre leur traitement. Oui. On sait que le VIH est à 100% létal, donc mortel, sans traitement. Ceci dit, il est extrêmement bien contrôlé avec le traitement. On est vraiment extrêmement avancé sur ce sujet-là, où on est capable d'amener les gens avec le VIH avec une espérance de vie presque égale à celle des personnes qui n'ont pas le VIH. Mais donc c'est arrivé à des médecins avec qui je travaille où il y a eu un refus de prendre le traitement pendant tellement longtemps que la personne a développé le sida, qui est le stade plus tardif du VIH, puis qui en est décédé. Donc c'est rare qu'on peut dire ça, mais cet individu-là est littéralement décédé de la désinformation. Puis ça, c'est dur à... Comme soignant, c'est comme dur à des fois accepter. C'est sûr, parce que encore une fois, vous êtes tous les deux face à des patients et des patients qui peuvent ressentir ces choses-là ou qui ont peut-être qui viennent avec leur bagage d'idées qui peuvent être de la désinformation ou peut-être juste des fausses informations. Et est-ce que vous, justement, vous avez des stratégies pour aborder ces fausses informations-là quand ils viennent avec? Est-ce qu'il y a une espèce de code de conduite ou est-ce que vous faites ça de façon individuelle? Ben là, c'est du gros bon sens, hein. Fait que ce qu'on sait qui fonctionne pas, c'est le paternalisme, c'est une attitude hautaine ou de juger, tu sais, ou genre moi je détiens la vérité et pas toi. Comme Michel a dit, tu sais, c'est sûr qu'il y a une asymétrie d'information, on a plus de connaissances pour les traitements qu'on propose. Ceci étant dit, on ne connaît pas les gens autant que eux-mêmes se connaissent avec leur set de valeurs, les gens qu'ils aiment. Puis, tu sais, à la fin, moi, ce que j'ai compris, c'est que les gens veulent quand même le meilleur pour eux puis les gens autour d'eux. C'est juste que des fois, ça a été exploité dans un schéma de pensée qui fait en sorte qu'ils ne prennent pas des décisions où il y a un fondement scientifique, même s'ils sont convaincus du contraire. Donc, je pense que c'est vraiment pas accepter les mensonges, mais de le faire avec une attitude empathique et ouverte pour permettre les gens qui sont ouverts à discuter de justement peut-être changer d'opinion. Mais il y a des gens qui sont là dans la pandémie, absolument rien qui va les faire changer d'idée, et c'est nous qui avons en fait appris des leçons, des stratégies pour nous-mêmes, de genre on va arrêter de perdre notre temps, parce que on se fait du mal, puis ça fait juste amplifier des faussetés et des mensonges. Mais je pense que parfois les actions en effet, pour certaines personnes, les actions de discussion sont pas possibles. Donc, je pense que d'un point de vue plus global, travailler pour favoriser le lien de confiance entre les professionnels de la santé et la population, entre la santé publique et la population, les institutions comme, je sais pas, le ministère de la Santé, les scientifiques, les universités, en même temps, comment faire ça? C'est une grande question, mais je pense que c'est important. Je pense que on vit à une époque où on a l'impression qu'il y a une perte de confiance envers les institutions, mais je pense qu'il faut revenir à... Non. Le théorème de base, le a priori, c'est que les gens font confiance aux institutions. Les gens ouvrent leur robinet tous les jours et boivent de l'eau potable. Ils font confiance qu'une institution qui purifie leur eau polluée puis que c'est sécuritaire à consommer. Les gens font confiance parce que sinon on pourrait pas fonctionner en société. Mais là, pourquoi est-ce qu'on vit à une époque où sur certains sujets les gens se boquent? C'est là où ça devient difficile, mais moi je dirais qu'une des pistes de solution ce serait de ramener le message que non, comme société, on fonctionne parce que vous nous faites confiance et vous faites confiance à plein d'autres entités là, au-delà de la médecine, de services publics qui vous aident et donc vous êtes prédisposés à faire confiance, adaptons notre message pour justement capitaliser sur cette confiance-là qu'on a acquis comme société pour composer depuis des millénaires. Mais ce qui est plus difficile pour la santé, c'est que tout le monde veut parler de santé, tout le monde veut être en santé, c'est quelque chose d'hyper important. Et on a l'enjeu, moi je pense qu'il y a certains enjeux qui sont plus difficiles à aborder, puis pour lesquels il y a plus de désinformation parce que c'est très complexe. Et là où il y a un danger, je pense, c'est quand certaines personnes amènent un argument qui n'est pas basé sur la science, qui est simple.
Donc, et que, mettons, les scientifiques, pour se défendre, ils vont expliquer tout ce qui est complexe. Donc là, comme les scientifiques ont... Ah, il y avait un bruit qui vient d'arrêter. Bon, généralement, les scientifiques, on veut jamais généraliser et on veut toujours expliquer le détail, l'exception. C'est jamais 100%. Ça fonctionne, sauf qu'il y a des exceptions que des fois, c'est arrivé que ça n'a pas fonctionné. Puis, donc là, je pense que c'est difficile quand d'un côté, tu as un discours complexe, nuancé, peut-être pas toujours bien vulgarisé, puis et de l'autre côté, tu as un discours plus rassurant, plus simple. En tout cas, je trouve que la désinformation en santé est encore plus difficile à cause de ça. Tu as raison, puis j'ajouterais que c'est souvent en lien avec le sentiment de communauté que les gens vont chercher en adoptant un certain schéma de pensée par rapport à la santé, tu sais. Mais avec les réseaux sociaux, on voit ça aussi, là, parce que les algorithmes font qu'on entend les positions auxquelles on adhère, ce qui est pas mauvais pour la majorité des choses, sauf que parfois, ça peut aussi renforcer la haine, là, on le voit. Puis, Elias, tu nous demandais tantôt comment ça pouvait nous affecter, mais moi, ça m'est arrivé une fois d'être victime d'énormément de violences sur Internet, là, pas physique, mais en lien à une fois où j'avais parlé de vaccination, pourquoi j'allais chercher ma 4e dose, je pense, de vaccin contre la COVID. Ça avait été d'une violence là, que je pensais même pas possible. Donc, parfois, ça nous freine à parler de ces enjeux-là. Moi, j'ai eu peur, puis j'en ai parlé moins après. Ce qui est un problème. J'ai contribué au problème, tu sais. Ben, moi, je sais pas si je l'ai dit, mais à un moment donné, je suis allé à la SQ parce que j'avais une menace sur l'intégrité de ma personne, là. Non, je sais pas. L'intégrité physique, parce que j'ai osé aller à Paul Arcand dire que c'était sécuritaire de se faire vacciner, tu sais. Ouais. Alors, Ça met quand même beaucoup de poids sur vous au final en tant que professionnel de la santé. Puis c'est drôle parce que ça m'amène en fait à ma prochaine question. Mais je vais donner un petit peu de contexte. Vous n'êtes pas les premiers ni les derniers à parler de ce que vous faites, de vulgariser la science, que ce soit dans le milieu de la médecine ou dans d'autres domaines de sciences. Ça devient de plus en plus populaire, mais ça reste quand même un exercice difficile. Tu sais, ça prend du temps, ça prend beaucoup de travail. C'est démonter une désinformation, comme on dit, déboulonner une désinformation. Ça prend beaucoup plus de temps que juste partager une information qui va être erronée. Est-ce que vous y voyez un rôle important, vous, justement, des professionnels de la santé, à partager des bonnes informations? Ben, je pense qu'on serait pas là si ça faisait pas partie de nos valeurs. Mais c'est très vrai, l'investissement de temps. Est-ce que le retour sur investissement, il est calculable? Non, mais c'est encore une fois, c'est du gros bon sens. Tu ne peux pas laisser la tribune entièrement libre à des gens qui propagent pour leurs intérêts personnels des informations qui sont fausses. Souvent, nous, on aime dire, si jamais il y a des gens qui vous demandent de l'argent en retour, posez-vous la question. Il est probablement là le signe que c'est la fausse information. Michel et moi, jamais on a dit, ben, on va venir faire des pauses en échange de, abonnez-vous à telle affaire, puis on vous donne de l'argent, tout ça. On le fait parce que c'est ça, la vérité devrait être gratuite, la vérité devrait être diffusée, diffusable, mais c'est vrai que c'est difficile de persister là-dedans quand tu te rends compte, et tu sais, c'est un sujet qui dépasse le médical, mais quand des gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous, et là, on ne va pas le nommer, mais Monsieur Musk, tu sais, il y a plein d'articles là, dans les médias là-dessus qu'en ce moment, c'est tellement plus facile pour lui de faire relayer des fausses informations, puis c'est vu des millions de fois. On est des poissons dans l'océan, mais moi je me dis, il y a quand même des gens qui viennent nous voir et nous disent, ben merci pour vos pauses, j'ai appris ça en fait changer d'idée. Moi j'ai des patients là qui, c'était pas en lien avec mes publications, mais le fait de les avoir traités sans jugement. Ils nous ont écrit des lettres pour nous remercier parce qu'ils pensaient pas qu'on était capable d'humaniser des soins dans le réseau de la santé, avec toutes les manchettes négatives. Ben, tu te dis, ben ouais, non, dans le fond, moi, je vais aller là puis je vais me faire ostraciser. Là, ils se rendent compte que non, c'est vrai qu'on est des gens avec le cœur à la bonne place. Ça les a transformés. Et ça, ben, ça nous en tout cas, moi, ça me réconcilie avec tout le temps qu'on passe là-dessus bénévolement, là. J'ai juste une parenthèse. Il y a quelqu'un qui a marqué « Est-ce qu'on peut voir Dr. Dahin aussi, comme si vous me voyez juste moi? » Parce que moi, nous, on voit Joseph dans
dans l'écran. Oui. Oui, hein? OK. Fait que peut-être, je sais pas pourquoi la personne voyait peut-être pas Joseph. Peut-être qu'elle faisait référence à mon compte parce que c'est un blob à droite, là, mais... On voit les deux. Vous voyez, Elias, c'est ça l'important. Oui, les gens disent on voit les deux. C'est bon. Mais c'est ça, en lien avec ça, moi, je trouve ça plus facile en fait, je trouve ça très facile de soigner sans jugement. Pas plus, je trouve ça très facile. Et je me détache de mes émotions. Donc, si un patient qui est impatient avec moi ou qui est, même qui m'insulte, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais ça peut arriver, j'arrive rapidement je suis pas fâchée. J'ai même de l'empathie. Je vois finalement la souffrance derrière les insultes et tout ça. Donc, soigner sans jugement, ou sans préjugés plutôt, là, oui. Quand ça a trait à la santé de la population, mais c'est quelque chose sur laquelle je travaille encore comme médecin en santé publique, j'ai plus de difficultés à me détacher parce que quand je vois que ça touche l'ensemble de la population et que je vois, mettons, l'impact d'une certaine opinion quand ça peut nuire à la santé, ça... Ouais, je trouve ça difficile. Mais c'était quoi la question initiale? Parce que j'ai comme perdu le fil. Ben, c'était ce qu'on trouvait que c'était important. Oui, OK, oui. J'avais quelque chose à dire là-dessus. C'est en effet un enjeu que les professionnels de la santé travaillons, puis à temps plein là, pour la plupart, en plus de créer du contenu. Puis moi, je dis toujours que tout le monde veut parler de santé. Qu'on soit présent, nous, sur les réseaux sociaux ou pas, les gens vont parler de santé. Tu sais, tu disais, on peut pas laisser le champ libre. Non, on pourrait. On souhaite amener quelque chose de positif du point de vue de la santé puis de la rigueur scientifique sur les réseaux sociaux. Ben oui, bien sûr. Moi, j'étais inquiète, par exemple, du fait que les employés de l'État, à un certain moment, pouvaient peut-être plus être sur TikTok. Toi, ça t'est arrivé. Ben oui. Moi, mon sus, c'était pas la règle, mais j'étais prête, moi, à sortir parce que on n'est pas des experts de sécurité nationale. Là. Bon, en fait, si le risque est réel, c'est une chose, mais je voulais juste être sûre que le risque d'empêcher les employés de l'État d'être sur les réseaux sociaux soit aussi compris. Parce que si tu enlèves tous les professionnels de la santé on n'est pas des employés de l'État, avec notre système public, si on nous enlève tous des réseaux sociaux ou de TikTok, ben, les gens vont continuer à parler de santé, mais il y a certaines personnes qui vont le faire super bien sans avoir une formation de professionnel de la santé, mais d'autres non. Puis, c'est pas juste une crainte comme dans l'air. Moi, c'est quelque chose que je vois, puis que je vois de plus en plus, je trouve, sur les réseaux sociaux. Soit de la désinformation ou de la haine ou des choses comme ça. Mais ça pour dire qu'on a quand même un enjeu, c'est que si on est comme professionnel ou mettons on est un expert d'un certain domaine, souvent on travaille dans ce domaine-là et c'est difficile de trouver du temps. Ben non seulement ça, d'être constant. C'est que en tant que professionnel, justement, si on commençait à dire n'importe quoi, il y aurait des conséquences sur nous. On a bien sûr. Qu'est-ce qui fait que vous êtes fiers? Qu'est-ce qui nous garantit que ce que vous nous dites, c'est pas de la bullshit? Ben, c'est simple, c'est qu'on a un code de déontologie, ça ne protège pas de tout, mais c'est qu'à un moment donné, si je dis quelque chose qui n'a pas de bon sens, il va y avoir une conséquence sur probablement l'aspect le plus important de ma vie après ma famille, c'est-à-dire ma job. T'sais. Les gens nous checkent tout le temps. Ah oui. Moi, je parle, à chaque fois que je parle d'un sujet, je m'imagine que le plus grand expert du Québec sur ce sujet-là est en train de m'écouter. Alors que si on était des entrepreneurs de la sphère privée puis qu'on arrivait sur les mêmes sujets à dire n'importe quoi, ben, il y aurait zéro conséquence, là. Et je pense que juste là, ça devrait rassurer les gens sur qu'est-ce qui motive des gens comme nous et d'autres professionnels de la santé. J'ai vu Mathieu Nadeau-Vallée tantôt, je sais pas si c'est encore en ligne, mais tu sais, je veux dire, quel pionnier qui nous a permis de paver la voie sur les réseaux sociaux puis qui a montré l'importance de le faire, puis la possibilité de le faire. Il y a un courage que j'ai pas aussi, oui, Mathieu. C'est vrai. Puis, ben c'est ça, c'est cette motivation-là. Qu'est-ce qui fait que c'est fiable? Ben c'est ça, c'est qu'on il y a des conséquences à pas avoir les plus hauts standards lorsqu'on s'adresse à la population. Ben, c'est certain. Le poids, mettons ou la difficulté de naviguer entre une profession et la création de contenu,
pour moi, elle est quand même importante. Au début, quand je créais du contenu, c'était plus du contenu léger. Je me mettais pas du tout de pression. Mais depuis que je crée du contenu plus de santé, là, je sens que quand j'en crée pas, comme il pourrait avoir un manque. On n'est pas énormément au Québec non plus. Non, c'est vrai. On parle là, de l'offre d'information par des professionnels de la santé sur les réseaux sociaux en français. Je sais pas s'il y en a énormément en France, mais moi, j'en suis beaucoup en anglais aux États-Unis, notamment. Mais depuis que j'ai commencé mon nouveau travail en santé publique, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils réfèrent des jeunes à ma page pour de l'information sur la santé sexuelle. Yes. Puis ça, c'était notamment comme... C'était d'un côté qui est touchant, qui est gentil, mais d'un autre côté, ça m'a fait peur parce que je suis pas capable de créer du contenu régulièrement. Mon dernier contenu sur la santé sexuelle, ça doit faire vraiment longtemps parce que j'ai d'autres choses. Tu sais, donc ça m'inquiète cette partie-là. Ouais, Moi, j'ai tout appris sur la santé sexuelle. Merci. Tu sais, je vais prêcher un peu pour notre paroisse à la séance d'abord, mais c'était l'un de nos objectifs, en fait, c'était de donner une plateforme aux professionnels pour parler, que ce soit de leur recherche, que ce soit de leur milieu de travail, sans nécessairement qu'ils aient le besoin de le faire de façon régulière. Et qu'on collabore beaucoup avec des médecins, des chercheurs, d'autres communicateurs scientifiques pour ça. Et tu sais, on est l'une des initiatives qui font ça au Canada, mais c'est ça, c'est un peu l'idée de donner une plateforme aux gens pour pouvoir avoir la possibilité de le faire. Mais on aime ça aussi, voir des gens qui le font proactivement. Ça vous laisse une certaine... C'est votre mot, c'est votre parole. Vous y apportez votre propre expérience et ça touche les gens, je pense. Et les réseaux sociaux, finalement, c'est clé là dans le combat contre la désinformation de façon générale. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez une stratégie spécifique, vous? On en a parlé un petit peu là, que vous fassiez ça d'un petit peu de façon... sporadique, mais est-ce que vous avez une stratégie particulière ou vous êtes juste à poster finalement ce qui correspond à votre quotidien? Bonne question, je serais curieux de t'entendre, Michel. Parce que, ben là, tu me mets sur le spot, j'ai pas compris, oui. Moi, la question. Ben, genre, qu'est-ce que ta stratégie médias sociaux? Médias sociaux, pas en lien avec la désinformation. Non, plus. Non, de façon générale. Oh, non, j'ai pas vraiment de stratégie. Je dirais que quand j'étais capable de créer plus sur la santé sexuelle, c'est quand j'étais en stage à temps plein en santé sexuelle. Parce que c'est difficile pour moi, quand je suis chez nous, de me mettre à parler de clinique alors que je suis pas dans le bain. Donc, c'est plus facile pour moi, je suis dans la douche. C'est parce que j'avais pensé à... Vous avez pas compris. Je suis pas dans le bain, je suis dans la douche. Qu'est-ce que ça annonce, ça? Non, mais c'est parce que j'avais pensé à la blague et j'étais pas capable de continuer à parler sans la dire. Tu l'as pas compris? Ben non. Mais je suis pas dans le bain. Fait que t'es dans la douche. Ah, c'est bon. Hey, un papa, je la donne. Wow. De papa. Mais voilà, je suis prête à être un papa. Attends, vous voyez plus Joseph, vous. Attendez, j'ajuste mon téléphone sur le... T'es tellement dans l'élan de non, mais regarde, ça tombe seul. Attendez, bougez pas. Ben, fait que c'est ça. Je dirais que ma stratégie, quand... Ben, regarde, moi, je vais poser une question. Il y a des étudiants en médecine qui disent, ou d'autres professionnels peut-être qui vont dire, hey, moi, je veux commencer, comment je m'y prends? Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Pour être populaire comme Michel, 200 000 abonnés. C'est une autre chose, je vais y répondre après. Ouais. Mais pour finir sur ma stratégie, je pense que quand j'ai une idée qui me vient en tête, puis je me dis que ça, j'aimerais le partager, je le fais tout de suite. Donc, moi, c'est ma stratégie pour être spontanée, qui pourrait être inspirée, qui pourrait être convaincante, être passionnée, c'est d'en parler au moment où j'étais en train d'y penser. C'est pour ça que quand je suis en clinique de santé sexuelle, je suis toujours inspirée pour faire des vidéos. Puis ceci dit, jamais je vais parler d'un patient, jamais je vais brimer la confidentialité. C'est juste qu'il y a des thèmes qui me viennent en tête. Donc, quand je finis pas trop tard, puis j'ai l'énergie, ben à la fin de ma journée de clinique, quand j'ai fini, je fais des vidéos. Ça, c'est comme peut-être une stratégie. Sinon, moi, j'écoute beaucoup quand ça me tente de créer versus pas, parce que c'est difficile de le forcer. Là, oui. Donc, j'essaie de m'écouter, mais ça vient quand même avec une sorte de culpabilité quand je publie pas, puis faut que je travaille là-dessus, parce que, bon, c'est pas sur la culpabilité.
Non, mais tu sais, est-ce qu'il y a une partie de toi qui a compris que pour que certaines vidéos marchent, il y a probablement certaines clés, vu l'algorithme, vu la plateforme? Est-ce que tu fais les mêmes vidéos sur TikTok que tu ferais sur d'autres plateformes? Ben, j'ai remarqué que les vidéos où je fais comme une simulation, là, je fais comme si j'avais un patient pour vrai, ou je fais comme si la personne qui me regarde était un patient, ça fonctionnait bien parce que c'est pas une présentation magistrale. Ouais, bah oui. Ensuite, la première fois que j'ai fait une vidéo sur de la santé sexuelle puis gynécologique, l'examen gynécologique, ça a tellement été populaire, c'était oh merci pour le cœur, à qui de droit. Puis donc c'est ça, ça m'a vraiment surprise. Donc j'ai compris qu'il y avait un besoin. Donc c'est sûr que quand je vois que quelque chose est très populaire, ça me montre un besoin. Donc en ce moment, encore à ce jour, je pense que je veux créer du contenu en lien avec la santé sexuelle parce que on a besoin d'en parler. Puis l'autre chose qui fonctionne bien aussi, c'est commenter l'actualité. Ouais. Mais ça arrive pas souvent. Mais par exemple, quand il y a un épisode de smog, une vague de chaleur, du verglas avec des pannes de courant, intoxication au monoxyde de carbone, ben quand je peux, j'essaie de prendre mon téléphone tout de suite. Faut que ce soit vraiment dans l'immédiat. Puis ça répond aussi à un besoin que généralement les journalistes, auxquels les journalistes répondent, et qui font très bien parce qu'ils font ça de leur métier. Ouais. Mais moi, j'ai une stratégie, Elias. Ouais. Moi, je peux faire passer de 0 à 10 000 abonnés en un mois. J'ai craqué l'algorithme. Je donne un masterclass. Mon code promo, c'est Diane10. Écoute, je vous promets la coupe. Évidemment que je fais des blagues, une caricature. Mais toi, qu'est-ce qui t'inspire? Es-tu inspiré souvent par tes collègues de travail? Qu'est-ce qui fait que tu dis, je vais parler de ça à tel moment, de telle manière? Parce que, à un moment donné, c'est dur de choisir. Ben, ça ressemble à ce que tu dis. C'est un mélange de, tu sais, il y a des choses, connaissances qui m'intéressent, c'est ma job, j'aime ça partager ce que je fais dans la vie, puis, tu sais, ça peut la majorité des vidéos que je fais. Mais ensuite, je sais très bien que pour attirer l'attention, pour être capable d'avoir des abonnés, pour avoir plus une population générale, ben, tu suis une couple de trends, tu essaies de les adapter à ce que toi tu fais, puis ça devient un petit peu plus amusant, un petit peu moins sérieux, mais en même temps, ça fait partie de la game, je pense, pour être capable de se démarquer, d'attirer des gens pour qu'ils puissent ensuite regarder les vidéos qui sont plus, entre guillemets, plates. Les vidéos là où les gens vont rechercher les choses les plus riches, là. Ben, c'est ça. Puis, en lien avec ton autre question pour comment faire pour... je pense que la principale réponse, c'est l'authenticité. Les réseaux sociaux sont beaucoup là pour pallier à ce qui n'est pas beaucoup présent dans les médias traditionnels, c'est de se montrer décomplexé, pas de maquillage, dans notre lit, les cheveux défaits. Bon, encore, toute personne doit respecter ses propres limites, mais je pense que d'être authentique et de partager un peu de soi, ça fonctionne généralement bien parce que j'ai l'impression qu'on peut mieux, on va plus avoir le goût d'écouter les conseils de quelqu'un qu'on connaît, qui nous partage un peu de sa personnalité. Qui nous ressemble ou pas nécessairement? Ben oui, aussi qui nous ressemble, parce que je pense qu'il y a des problèmes de la communication entre le monde de la santé et les gens qui sont pas dans le monde de la santé, c'est l'espèce d'élitisme, tu sais. C'est ça. On est parfait, on est super performant, on est toujours en forme, puis nous, on parle dans les grands mots, puis on dit jamais qu'on ne sait pas. Ce qui est une chose qu'on nous apprend en médecine, hein, de dire « je ne sais pas », d'accepter de dire au patient « je vais aller vérifier parce que je ne sais pas », tu sais. Mais je pense que ça contribue au lien de confiance, puis ça facilite les communications. Donc, je pense que pour être plus populaire, si on veut, d'être nous-mêmes, c'est un des principaux conseils qu'on peut donner. Ouais, c'est un bon conseil. Je vais en profiter pour sauter sur les questions de l'audience. Je vois Étienne Mas qui disait « Est-ce que l'intelligence artificielle est bénéfique pour la médecine ?» Je trouve ça drôle parce qu'il y a une semaine, j'étais chez le dentiste, puis elle a réussi à m'afficher avec l'intelligence artificielle tous les endroits où il y aurait pu avoir des caries dans le futur. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comme question. Est-ce que vous, dans votre corps de métier, l'intelligence artificielle a eu un impact, pourrait avoir un impact?
Donc, je suis convaincu que l'intelligence artificielle va être notre quotidien d'ici quelques années. Je vois deux facettes principales dans lesquelles ça va s'imbriquer. La première, c'est tout simplement dans l'allègement de tout ce qui est bureaucratie. Donc, par exemple, si je fais de la rédaction d'une note après une rencontre avec un patient, je fais tout mon examen physique, mon questionnaire, puis je s'occupe toute ma collecte de données, puis à la fin de ma sorte, j'ai rédigé une note. Techniquement, on a déjà la technologie pour que cet assistant virtuel-là nous écoute, nous regarde faire notre examen physique ou nous écoute dire les résultats et plugger à notre système de base de données, les labos, les signes et tout ça, et autogénère la note que tu peux ensuite juste regarder et réviser. Je veux dire, ça, c'est quelque chose que ChatGPT peut faire aujourd'hui si on était juste capable d'avoir des ordi qui avaient la reconnaissance vocale et qui étaient capables de se plugger sur les différentes bases de données. Ça, c'est la version gratuite, probablement que le commercial le fait déjà. Ensuite, la deuxième utilisation, c'est que probablement, effectivement, beaucoup de machine learning, en fait, ça existe déjà, qui est capable de prendre des données physiologiques et de prédire soit des détériorations de patients, il y en a au soins intensifs déjà, ou même aider à faire du sevrage de ventilation mécanique selon l'analyse de certaines données du ventilateur, mais aussi du patient, et d'être capable à ce moment-là de titrer certains traitements en lien avec la réponse physiologique, de faire ça sans l'intervention nécessairement d'un humain. Donc ça va être, je veux dire, c'est déjà là, ça va juste être encore plus présent et démocratisé, selon moi, lorsque les réseaux de la santé vont être capables de suivre avec la technologie, parce que les gens ne savent pas. Un, ça coûte cher, et deux, ça pollue énormément l'intelligence artificielle. Les serveurs que ça prend pour être capable de générer ça. Donc, il va probablement y avoir des limites. Et ça pollue pas nous, ça pollue des zones plus vulnérables, oui, parce absolument. que nous, on veut pas nous polluer nous-mêmes, donc on va polluer des gens. Et mettre les serveurs en Islande, il fait déjà froid pour pas avoir à payer. Non, mais si vous commencez à lire là-dessus, ça va. Je suis pas un expert, là. Mais l'outil existe et l'outil va nous aider et la limite risque d'être une limite hardware, financière. Du point de vue financier, c'est vrai que ça, c'est un enjeu intéressant parce que je pense que les compagnies privées ou les multinationales, on va dire, ont beaucoup plus d'argent pour implanter d'emblée des stratégies d'intelligence artificielle, ce qui va peut-être amener, ça va peut-être nous ralentir, nous, dans le réseau de la santé, parce que les autres vont optimiser leur processus avec l'intelligence artificielle, puis nous, on n'aura pas nécessairement accès tout de suite à ces avantages-là. Donc, c'est définitivement un défi du réseau de la santé. Et moi, quand j'étais en première année de résidence, c'est-à-dire il y a 5 ans, puis que je faisais des enquêtes COVID, là, au début de la pandémie, on recevait tous les cas par fax. Donc, c'est sûr que 5 ans plus tard, maintenant, c'est plus par fax, sauf qu'on est quand même loin d'implanter l'intelligence artificielle puis de tout optimiser nos processus. Et je parle d'optimisation parce que je pense que en santé publique, notamment quand on fait de l'analyse de données, de l'épidémiologie, pour évaluer les tendances là, dans la santé de la population, l'intelligence artificielle pourrait aider. Puis mon copain qui est à côté travaille en intelligence artificielle, mais du point de vue plus informatique, technologique. Et il travaille avec un outil qui permet de traiter énormément de textes en un court laps de temps. Et qui permet ensuite, qui est assez intelligent pour en tirer des conclusions, faire un résumé, tirer des grandes catégories. À l'intérieur de chaque catégorie, on peut entraîner l'intelligence artificielle pour nous dire qui était contre, qui était pour, c'était quoi les arguments contre telle affaire ou pour telle affaire. Puis nous, ça c'est une chose qu'on fait en épidémiologie, dans la recherche là, qu'on appelle qualitative. C'est-à-dire qu'en santé publique, là, on n'a pas besoin de savoir seulement le nombre de personnes qui ont le cancer ou le nombre de personnes qui se font vacciner. L'expérience des gens est vraiment importante aussi. Et j'ai l'impression que l'intelligence artificielle pourrait pas remplacer la grande majorité des choses qui est faite en santé publique parce que c'est trop complexe et c'est trop basé sur l'humain. Est-ce que c'est un bon moment pour passer cette politique-là? Est-ce que les gens vont bien réagir? C'est quoi la perception? C'est quoi nos capacités internes, nos leviers? C'est tellement multisectoriel que j'ose croire qu'on a besoin encore de l'humain
pour le réfléchir, mais des outils comme ça qui nous permettraient de sauver des semaines de travail. Parce que si on interviewe 100 personnes pendant 1 heure pour connaître leur expérience, et qu'après ça, on doit coder les thèmes abordés par ces 100 personnes, c'est des semaines de travail. Ça peut se faire en quelques heures. Et bref, ça nous permettrait peut-être d'être plus efficace, d'avoir plus de données, puis de pouvoir mieux construire notre travail sur l'expérience des gens, ce qu'on peut faire en santé publique. Ouais. Ben, j'entends vraiment l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle. Je l'ai bien expliqué. On a un expert de l'intelligence artificielle derrière nous, là, fait que... Il pourra en dire un mot. Oui, mais c'est ça, finalement, j'entends beaucoup utiliser l'IA comme outil, et c'est ce que disait d'ailleurs Mathieu tout à l'heure. Ça fait que ça pourrait faire des économies, puis j'en vois des gens qui posent des questions sur faire des coupes et les impacts en fait sur le réseau. Est-ce que vous avez un avis, vous, sur justement l'aspect économique de tout ça? Ben oui. La question, je l'ai lue, là, c'est genre, est-ce que on peut espérer couper $1 milliard sans couper des services aux patients? La réponse, c'est oui. Il y a beaucoup de gaspillage dans le réseau de la santé, mais il faut avoir le courage politique d'identifier et peut-être d'investir, et donc de dépenser pour être ensuite capable d'aller rattraper toutes ces sommes-là qui sont... D'investir dans mon côté de la santé. Ça, c'est l'autre affaire qu'on n'en parle pas assez. Mais oui, moi, je parlais d'investir juste dans des outils modernes, là. Ça coûte cher, mais c'est vrai qu'ensuite, tu as plein d'économies. Là, en ce moment-là, on paye des gens là, qui ont 2 bacs, 3 maîtrises là, à remplir des fichiers Excel à la main. C'est terrible. Fait que oui, il y a beaucoup de gaspillage dans le réseau de la santé, que la technologie peut aider. Mais, juste plus globalement, sur les maladies, il y a beaucoup d'argent qui est effectivement dépensé dans la non-pertinence, qui est dépensé dans ce que certains appelleraient de l'acharnement, et dans juste le burden du disease social. Puis, à chaque fois qu'on entend parler d'annonces électorales sur la santé, c'est en réponse à des maladies. Mais ne devrions-nous pas demander de vivre dans une société qui empêche la maladie? À la personne qui nous a envoyé un nounours. Ah, OK. C'est tout ton domaine. Moi, je pense, j'arrive pas à croire que la santé publique soit l'enfant pauvre de la médecine, mais en fait, j'ai pas mis à croire parce que c'est pas sexy, ça fait pas gagner des élections, les bénéfices sont sur des générations, mais pas sexy, mais pourtant, regarde ça. Ouais. Mais oui, c'est toi qui devrais avoir le gros morceau pour empêcher les gens de tomber malades. Oui, mais c'est difficile, par contre, quand on est dans un réseau de la santé avec beaucoup de besoins, où là, avec le vieillissement de la population, l'augmentation des besoins et le fait qu'on est toujours à la course, c'est difficile, puis je le comprends, de prendre des ressources puis de les envoyer en prévention, parce que en ce moment, on a besoin de toutes les ressources qu'on a dans le curatif. Par contre, c'est certain qu'à long terme, c'est plus efficace et c'est plus équitable, c'est plus éthique, c'est plus tout d'investir en amont de la maladie. Puis, en santé publique, on a différents niveaux pour investir la santé. Oui, on a la protection, c'est la pandémie, là, c'est-à-dire quand on répond à une menace. Oui, on a la prévention, c'est-à-dire on analyse une maladie, on voit les facteurs de risque, puis on essaie de diminuer les facteurs de risque. Mais ce qui a le plus d'impact, c'est la promotion. Puis la promotion de la santé, c'est donner aux gens des environnements de vie dans lesquels ils peuvent être en santé. Donc, on n'y pense peut-être pas, mais de l'argent pour l'accès au logement et de l'argent pour l'alimentation saine et de l'argent pour l'aménagement de parcs, c'est toutes des mesures qui vont sauver de l'argent aux soins intensifs, éventuellement. Et bien avant. Ben oui, c'est ça, bien avant, mais pour faire le parallèle entre nous deux. Puis, c'est ça. Moi, c'est là-dessus que je m'intéresse et on parlait d'argent. Définitivement, le rendement, il serait là. Par contre, je comprends qu'il y a une complexité politique, une complexité économique immense qui me dépasse, fort probablement. Mais j'ai bien aimé voir qu'il y a eu un projet de loi pour la prévention. Ce que je pense qu'on peut faire comme citoyen, c'est d'encourager, de demander à nos politiciens d'investir sur la santé publique, là, la prévention, la promotion, parce que en santé publique, parce qu'au niveau gouvernemental, en fait,
qu'ils veulent, c'est être réélus. Ce qu'ils veulent, c'est une popularité politique. Donc, à la base, quand on voit pas l'impact, pour le réseau de la santé, là, presque tous les gouvernements essayent une réforme complète pour essayer d'avoir un impact à l'intérieur de 6 mois, alors que pour une machine aussi complexe, c'est pas réaliste. Et ben d'investir énormément dans la santé publique, c'est sûr que, comme tu disais, c'est moins sexy, mais si nous, on en faisait la demande, puis qu'on encourageait les gouvernements qui allaient dans cette direction-là, même si on voit pas l'impact à court terme, peut-être que ça pourrait faire une différence, mais c'est comme bouger des tonnes de briques, là, tu sais, c'est... Ouais, ça peut prendre du temps.